Suzanne Greenfield, neuroscientifique, remarquait devant les IRM fonctionnels: c'est une découverte extraordinaire. Les images ne nous disent rien sur la manière dont le cerveau fonctionne, ne nous apportent aucun aperçu sur la nature de la conscience humaine, et tout cela avec de si jolies couleurs. Rien de cela n'aide à expliquer quoi que ce soit, mais cela le fait tellement mieux qu'avec les vieilles images en noir et blanc. J'aime particulièrement la façon dont les différentes régions du cerveau s'allument sans raison apparente. C'est tellement cool. L'IRM fonctionnel peut ressembler à une forme moderne de la phrénologie. Cette théorie qui considérait que les bosses du crâne étaient le reflet du caractère d'une personne, parce que l'on se met à envisager les aptitudes du cerveau sous forme de localisation. Les belles images obtenues par l'IRM fonctionnel lui valent alors le sobriquet de blobologie, science des taches de couleur. La technique permet bel et bien de savoir, par exemple, qu'une tâche langagière est corrélée avec une activation dans l'hémisphère gauche, mais sans confirmer que cette activation est due, par exemple, directement au traitement du langage, ou plutôt au simple fait de porter attention à un écran. Selon Peter Bandettini, qui dirige la section d'imagerie fonctionnelle au laboratoire américain de l'Institut national de santé mentale, on ne peut pas inférer une causalité simplement parce qu'on connaît l'endroit d'activation. Également William Huthal, la question du « où » dans le cerveau n'est sans doute pas la bonne question, car presque tout le cerveau est impliqué dans presque tous les comportements. Pour ajouter une dernière pierre dans le jardin coloré de l'IRM fonctionnel, on se rappellera ce saumon mort dont certaines régions du cerveau de la moelle épinière s'activaient en réponse à des stimuli sociaux conçus par les humains. En réalité, il n'y avait évidemment pas d'activation cérébrale, mais la méthodologie et les calculs faits par l'appareil de résonance magnétique faisaient apparaître des taches de couleur au niveau du cerveau. Alors qu'il devait servir de simple test pour calibrer les contrastes de l'appareil, ce célèbre saumon mort doit servir pour nous de rappel quant à la prudence et à la lucidité à conserver en permanence face aux IRM fonctionnels. Soulignons aussi qu'indépendamment des belles couleurs que nous proposent les IRM, leur évocation dans le langage semble aujourd'hui avoir un effet magiquement scientifique. Dina Skolnick-Weinsberg, de l'Université de Pennsylvanie, a publié une étude qui montre que les gens avalent les explications les plus indigentes plus facilement quand l'affirmation est précédée par la formule « l'imagerie médicale indique que » et saupoudrée de termes neuroscientifiques comme « les circuits frontaux indiquent que ». Quand nous lisons ces mots, en tout cas nous les non-experts, notre esprit critique normal est débranché. Et les informations neuroscientifiques n'ont même pas besoin d'être pertinentes pour avoir de l'effet. Je cite Dina Skolnick-Weinsberg. Ajouter des informations neuroscientifiques, même hors de propos, altère la capacité de base des gens à porter un jugement sur les explications qu'on leur donne. Après cette introduction, qui nous appelle à la prudence méthodologique, interrogeons-nous sur l'objectif de l'IRM fonctionnel dans le cadre spécifique des services de réanimation. L'IRM fonctionnel pour éviter la fabrique du handicap. Chaque année, des milliers de personnes tombent dans le coma. Cela peut durer des semaines, des mois, parfois des années, avec chaque fois beaucoup de peine et de souffrance pour les familles. Le coma garde une large part de mystère. Dans les cas les plus sérieux, une forte incertitude plutôt, règne sur les chances de réveil des patients et sur leurs séquelles à long terme. C'est grâce aux services de réanimation que beaucoup de ces patients ne sont pas morts. Je cite Louis Puy-Basset. Il faut comprendre qu'au départ, on réanime au bénéfice du doute, car juste après l'accident, on ne sait pas précisément quel est l'état du cerveau. Anne-Laure Bock, neurochirurgien à la Salpêtrière, nous dit ainsi, avec sa manière spécifique de tailler dans le vif: la médecine s'attelle au handicap à tous ses stades, elle se bat pour prévenir l'installation des handicaps, pour guérir les handicaps installés, pour prendre en charge les handicaps qu'elle ne peut éviter. L'envers de la médaille, la médecine est aussi à l'origine d'un nombre important de handicaps. La médecine moderne fabrique du handicap. Les faits sont clairs devant ces milliers de patients en état végétatif, puisque l'état végétatif n'est jamais naturel.
Il n'existe pas d'état végétatif dans les sociétés du passé ou dans les sociétés présentes qui n'ont pas de réanimation moderne. Ainsi, l'état végétatif est bien un état artificiel créé par la médecine de haute technicité. Lorsque les choses se passent mal, que le patient s'avère en état végétatif chronique, les familles sont mises devant le fait accompli. Les proches ne peuvent tout de même pas euthanasier leur malade. Vis-à-vis de ce mort-vivant qu'est devenu le malade, le deuil est impossible. La médecine fabrique à la fois de terribles handicaps et le terrible ressentiment qui les accompagne. Cela peut être à l'origine d'un ressentiment et d'une perte de confiance en l'institution médicale. Censée prévenir et soigner les handicaps, voilà qu'elle les crée et les entretient. Le phénomène peut aussi alimenter ce discours du grand public en faveur d'une légalisation de l'euthanasie. Je cite à nouveau Anne-Laure Bock. L'euthanasie, c'est-à-dire la mort médicalement provoquée, est une demande sociale qui va devenir de plus en plus pressante, que rien ne pourra endiguer si la médecine continue d'alimenter le flux des grands handicapés. Il faut donc pouvoir limiter la médicalisation à outrance des situations qui mènent au handicap très lourd. C'est un des enjeux de l'usage croissant des IRM fonctionnels. Prévoir le devenir des patients peut être un enjeu important dans le cas d'un coma qui se prolonge, dans le cas d'un patient qui reste dans un état de conscience altéré. Grâce à l'IRM fonctionnel, dans un nombre croissant de cas, on pourrait prédire si le patient va se réveiller et avec quelles séquelles. Ce progrès peut changer l'approche médicale de ces patients et de leurs familles. Un des enjeux étant donc d'éviter l'obstination déraisonnable. Évoquons une patiente de 20 ans arrivée dans le service de Louis Puy-Basset après avoir été éjectée de l'arrière d'une moto lors d'une collision. Les résultats de l'IRM, après la phase aiguë de réanimation, ont montré un cerveau en partie détruit. Puy-Basset déclare alors « Dans ces situations extrêmes et tragiques, on peut attendre des années, le retour à la conscience n'est pas possible du point de vue médical. La nouveauté, c'est qu'on le sait au bout de quelques jours seulement, et en accord avec la famille, on peut arrêter des traitements disproportionnés. » La poursuite de la réanimation vit de l'espoir de récupération, et l'IRM fonctionnel peut évidemment être vu de manière positive. Je cite encore Louis Puy-Basset. Il y a un double enjeu. Le premier, c'est de ne pas baisser les bras trop tôt en se donnant le maximum d'outils pour évaluer les chances réelles qu'a un patient de s'en sortir. Un autre exemple tiré du CHU de Clermont-Ferrand, le docteur Chaban, qui se souvient d'une jeune femme victime d'un très grave traumatisme crânien. À l'examen clinique, elle avait un pronostic médiocre, avec des lésions profondes impossibles à évaluer au scanner, mais son IRM s'est révélé favorable. En réalité, les lésions les plus graves ne concernaient pas les zones de communication du cerveau et risquaient seulement d'entraîner des désordres moteurs. Cela nous a encouragés à nous battre pour la sauver. Mais après avoir balayé ces enjeux lourds qui sont néanmoins en arrière-plan de l'IRM fonctionnel, revenons encore une fois à notre questionnement critique sur sa pertinence. L'IRM fonctionnel ne donne pas le réel, mais une image fabriquée du réel. Les objets scientifiques sont d'abord des protocoles de pensée. L'IRM n'est pas le réel, c'est une représentation du réel. L'image ne sera jamais en soi une preuve absolue. La nature de la preuve en science est issue d'un débat, d'une discussion, et est toujours susceptible d'une remise en question. L'image fait partie d'un réseau d'observations qui permet d'aboutir à une conclusion. Et elle n'est en rien objective. On le voit tous les jours dans le photojournalisme. La manière dont une image est prise change la façon dont elle est lue, la manière dont elle est prise, la manière dont elle est présentée. Et contrairement aux photographies, dont la technique est intuitivement compréhensible, la lecture d'une image scientifique, ce qui est le cas pour les IRM fonctionnels, est intimement liée au procédé qui a permis de l'obtenir. Un même objet ne fournit pas la même représentation selon le type de rayonnement choisi pour l'observer. À chaque lumière, sa facette de la réalité. Je peux vous donner ici un exemple dans un domaine très différent de l'IRM fonctionnel, celui des atomes. Le grand public et un certain nombre de scientifiques croient que l'on peut aujourd'hui voir les atomes et les photographier. On nous a montré des photos d'atomes de strontium, les uns à côté des autres. Avec un microscope électronique à transmission, les rangées atomiques deviendraient visibles. En réalité, il faudrait préciser ce que veut dire voir. La vue humaine est très restrictive dans sa gamme.
Si c'est voir avec un rayonnement visible par l'œil, alors il y a la fluorescence et la phosphorescence qui est la réémission d'un rayonnement visible par les atomes. Voir un atome suppose de se placer dans une gamme de fréquences électromagnétiques déterminée. Pour la photographie des atomes de strontium, en réalité, on voit des contrastes noirs et blancs au niveau du picomètre en fonction de l'activité électronique. Voir les atomes, c'est les comprendre, comprendre leur fonctionnement, leur rapport, ne serait-ce que leur rapport noyau-électron. Et bien souvent, comme l'on ne voit que ce que l'on comprend ou que ce que l'on nous a montré, on se met en tête de vouloir voir de vrais atomes et une image ou un modèle interprétatif. Tout ce qui est appréhendé par l'homme l'est sous forme de pensée. Un monde non pensé n'existe pour personne. Même derrière une image, il y a de la pensée. C'est le cas particulier pour ce que nous pensons être, donc c'est cette matière pure que sont les atomes. Hegel nous disait déjà dans les années 1820, on n'échappe pas à la métaphysique, et plus précisément à la réduction de la nature à des pensées en se jetant dans les bras de l'atomistique, puisque l'atome en fait est lui-même une pensée, et que par conséquent l'appréhension de la matière comme constituée d'atomes est une appréhension métaphysique. Tout cela peut sembler bien étrange, mais ça ne l'est pas si on comprend que nous n'obtenons des images de ce type que par un protocole de pensée. Et de la même façon, l'IRM fonctionnel, ne l'oublions jamais, c'est d'abord un protocole de pensée. Le problème, c'est que la beauté de ces images peut avoir un effet trompeur. Nous parlions plus haut du pouvoir de persuasion dans les articles scientifiques lié à la seule référence d'un usage de l'IRM. Eh bien, il y a un pouvoir de persuasion à la seule présentation d'une image d'imagerie fonctionnelle. Or, plus une image scientifique est belle, plus on a éliminé d'informations considérées comme des scories. Et rien ne dit que dans 50 ans, on ne s'apercevra pas que ce que nous considérons comme des scories, du bruit, et que nous éliminions à l'appel, étaient des informations capitales que la production d'une belle image évacuait systématiquement. En imagerie, tout ce qui est beau court le risque d'être faux. Comme les philosophes sont des gens désagréables, j'en rajoute une dernière couche sur le constat inquiétant d'un éloignement des corps par la technique de l'imagerie. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où le progrès technique a modifié avec une très grande rapidité les rapports humains, notamment à l'hôpital. Il y a dans l'organisation actuelle une sorte de taylorisation par l'hyperspécialisation des soignants et la recherche permanente de la performance. Cette fragmentation du travail, séparant par exemple à l'avenir le praticien de celui qui saura ce qu'il y a derrière les IRM fonctionnels, fait que le réassemblage final laisse un doute sur la possibilité d'y retrouver son homme, d'y retrouver son patient. Pour le médecin hyper spécialisé, voire pour bon nombre de soignants, il n'est plus nécessaire d'être engagé humainement auprès du patient pour être reconnu performant dans son travail. Le régime des IRM fonctionnels peut ainsi contribuer à nous éloigner des corps et il est à craindre que la médecine de demain ne voie plus dans le patient qu'une approximation en réalité statistique. Dernière partie, l'IRM fonctionnel, bon serviteur et mauvais maître, car il y aura toujours à penser et décider. Mauvais maître. D'un point de vue scientifique, le nombre des sujets participant aux études d'imagerie cérébrale dont on a parlé serait en général trop petit pour assurer la fiabilité du phénomène décrit. Les effets recherchés nécessiteraient des échantillons autrement plus grands. Une réponse à cela, c'est qu'après ces travaux français, présentés donc avec le logiciel Comasoft, serait en cours la constitution d'une banque de données mondiale pour valider cet outil à grande échelle. On montre par les statistiques qu'il est en moyenne difficile d'atteindre une récupération quand le cerveau est endommagé de telle façon. Mais on sait qu'il existe aussi des récupérations inattendues et par là même hors moyenne statistique. La plasticité du cerveau est une découverte assez récente et le fait qu'il puisse y avoir reconstitution ailleurs de circuits endommagés en une localisation donnée ouvre des possibilités non prédictibles. Nous pourrions donc éliminer tous ceux qui auraient pu récupérer de manière anarchique tout en nous réjouissant des bons résultats de ce que nous réanimons. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, les accumulations de bases de données statistiques pourraient ainsi n'aboutir qu'à des prophéties autoréalisatrices. Mais j'ai peut-être eu la dent un peu dure, l'IRM fonctionnel est un bon serviteur.
On peut défendre l'IRM fonctionnel, alors déjà en disant que c'est une méthode non invasive, pas trop, et que dans tous les cas de figure évoqués, notamment celui du saumon de notre entrée, il s'agit d'un mauvais usage d'un bon outil. Beaucoup d'expériences en IRM fonctionnel ne cherchent pas à localiser des fonctions cérébrales comme le voulait la phrénologie, mais à mettre en évidence des capacités résiduelles de fonctionnement cérébral, des capacités de connexion. La pertinence d'une étude IRM fonctionnelle dépend de la pertinence de ses hypothèses, de son protocole expérimental et de son interprétation. En réalité, il faut toujours croiser l'IRM fonctionnel avec d'autres types de pratiques. Le pronostic d'un coma dépend beaucoup de sa cause. Il y a un meilleur pronostic pour les causes métaboliques toxiques, les états de mal épileptique ou les encéphalopathies. Il y a un moins bon pronostic pour les causes vasculaires ou hypoxiques qui entraînent l'absence d'oxygénation temporaire d'une région plus ou moins étendue du cerveau. L'IRM peut être un examen complémentaire pour confirmer un diagnostic, mais c'est le recueil détaillé des antécédents et des circonstances de survenue du coma associé à l'examen neurologique qui permet le plus souvent d'orienter les médecins vers la cause. Le degré d'altération de la conscience est évalué, comme vous le savez, à l'aide du score de Glasgow, cotant les réponses verbales, oculaires et motrices à différentes stimulations physiques. Certains examens ou tests pharmacologiques permettent d'éliminer des causes rapidement réversibles. Hypoglycémie, surdosage en morphinique ou en benzodiazépine. L'imagerie cérébrale peut cependant permettre de repérer s'il s'agit d'une pathologie nécessitant un geste chirurgical urgent. Elle donne un bilan pré-chirurgical pour savoir où se trouvent les aires de langage ou de la motricité par rapport à la lésion. Étant donné les avantages et désavantages complémentaires des méthodes qui mesurent les variations hémodynamiques, comme l'IRM, et électromagnétiques, comme le CG, le recours de plus en plus fréquent à l'utilisation de combinaisons de ces méthodes est à prévoir pour l'avenir. Insistons donc sur le fait qu'il y aura toujours pour le soignant réanimateur à penser et à décider. Le protocole français qui a été énoncé évalue 3 stades. Les patients qui sortent du coma sans aucune séquelle, les patients qui reprennent une vie quasiment normale et les patients qui restent dans un état de conscience minimal ou dans un état végétatif. Dans la situation antérieure, la frontière pour baisser les bras se trouvait entre conscience et inconscience. Avec ce protocole de l'IRM fonctionnel, elle se situerait entre handicap extrêmement sévère et handicap important. En effet, le protocole décrit ne discrimine pas entre l'état végétatif, persistant ou chronique, et l'état post-relationnel. Devons-nous alors nous dire que nous allons éliminer toutes les personnes susceptibles d'être en état post-relationnel, susceptibles d'être en lock-in syndrome? Charles-Édouard a parlé tout à l'heure de cette différence de sensibilité entre les familles. Ce qui est mauvais pronostic pour les médecins peut être un bon pronostic pour certaines familles. Conclusion, on sait que le totem, puisque je reviens sur mon titre, IRM fonctionnel, un nouveau totem, c'est pas moi qui avais inventé ce titre, c'était Alexandre. On sait que le totem, c'est un être ou un objet vénéré comme une divinité dans des sociétés traditionnelles. Les sociétés occidentales ont rompu avec ces croyances qui peuvent être considérées comme naïves, mais les hommes sont ce qu'ils sont, ils ont besoin d'enthousiasme, ils ont besoin de vénération pour se sentir vivre plus fort. Et nos sociétés scientifiques vont donc donner pour cela des substituts à couleur scientifique. L'IRM fonctionnel va-t-elle rendre caduques les discussions sur la fin de vie? Nous avons ici le fantasme toujours renaissant d'avoir enfin à déposer notre croix, celle qui fait que la vie humaine est difficile, qu'il y a des choix pesants à faire pour les soignants, pour les familles. Nous avons vu que l'IRM fonctionnel ne choisira pas à notre place. Elle peut réduire l'incertitude, donc affiner le pronostic, mais elle ne choisira pas à notre place la valeur que nous donnons à la vie. Je cite Russell Chaban, neuroréanimateur à Clermont-Ferrand. Les nouveaux référentiels ne sont qu'une aide à la décision. Celle-ci, grave et lourde, est toujours fondée sur un faisceau d'éléments médicaux et une démarche collégiale. Il nous reste donc à prendre sur nos épaules le tragique de la décision. C'est cela l'éthique.
un appareil à IRM ne semble pas encore avoir les épaules assez larges pour cela. Je vous remercie.